d'émotions positives. Faire des choses qui vous font sentir du bien au quotidien contribue à votre santé mentale. Donc, bien-être émotionnel inclut la satisfaction à l'égard de la vie, de nombreux domaines de vie, lorsqu'on parle de nos réussites à l'école, par exemple. Ça nourrit le sentiment de dire, j'ai de la valeur, on se sent bien par rapport à sa vie. Donc, ça renvoie à la qualité de vie. C'est quoi la qualité de vie? Donc, le moins de qualité on a, le plus vulnérable on sera dans son état de santé mentale. Maximiser les activités qui nourrissent la qualité de notre vie devient une façon de contribuer à la santé mentale. Par rapport à l'approche démonique qui qualifie le bien-être psychologique et social, le but ultime, ça sera là alors, de la santé mentale, c'est ce but ultime de la vie humaine, la capacité de l'individu à actualiser son potentiel. Et on a tous un potentiel. On peut ne pas avoir les occasions de les actualiser, il faut créer ces occasions-là. Si vous avez un talent, peut-être de la guitare, comment est-ce que vous pouvez maximiser à cela pour que vous puissiez vous réaliser à travers ce talent, à travers ce potentiel? Le fonctionnement individuel, comment je fais face à mes défis personnels que je rencontre dans la réalisation de ce potentiel-là, chaque fois que je surmonte, ça va booster ma santé mentale à conceptualiser d'un point de vue bien-être psychologique. Donc, il y a le modèle de bien-être d'un auteur qui, ça c'est Rick, là, qui au moins qualifie 6 domaines, notamment l'acceptation de soi, les relations positives avec les autres, croissance personnelle, but dans la vie, contrôle de son environnement et autonomie, comme étant des mesures. Vous pouvez encore, il faut pas besoin d'aller voir un psychiatre, faire diagnostiquer, vous pouvez vous évaluer comment est-ce que je vis ma vie par rapport à tous ces aspects. Et le fonctionnement social, pour terminer le module de la conceptualisation positive, le modèle de bien-être social qui cible les tâches et défis liés à l'actualisation de l'individu dans la sphère sociale, c'est 5 dimensions ici. Est-ce que je suis cohérent? Ce que je fais, c'est cohérent dans mon environnement social. Est-ce que je m'actualise socialement? Je me réalise dans mes relations? Est-ce que je me suis bien intégré socialement? Ou je suis peut-être, je me sens un peu étrange ou étranger dans mon cercle? Est-ce que je me sens accepté socialement? Et est-ce que je contribue à mon environnement? Est-ce que je me sens valorisé dans cet environnement? Tout ça, ce sont des aspects qui peuvent définir la santé mentale, qui peuvent décrire le niveau où on se situe. Et là, en termes de conclusion ici, il y a moyen de définir la santé mentale comme étant l'absence de troubles mentaux ou la non-absence. Ça, c'est une perception qui met la santé mentale et la souffrance sur le même quotidien. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça, parce que c'est la conception qui va nous dire, toi, tu as des difficultés au niveau de santé mentale, je ne m'associe pas à toi, tu n'es pas pour moi. Ça va nous faciliter de classer certains de tabous, certains de normaux et d'autres d'anormaux. Alors, la conception à droite ici, il va au niveau de degré. Il va dire que nous tous, et ça je peux vous garantir, même nous tous dans cette salle ici, nous avons eu, depuis ce matin, un certain moment, on a été frustrés, par exemple, où on a eu peut-être une pensée négative, où on s'était demandé qu'est-ce que je fais à ce week-end, où on s'était dit qu'est-ce qui arrive, on s'était inquiété quelque part. Et ça diminue en quelque sorte au niveau de l'optimisation de nos sentiments. Donc, c'est d'y aller en termes de niveau, de degré de bien-être. Le moins de détresse il y a, le plus de bien-être au niveau, il y en aura. Et le plus de détresse il y aura, le moins de bien-être qu'on va expérimenter. Pour terminer, vous savez, au niveau des relations, moi j'y crois certainement parce que non seulement j'interviens en termes de psychothérapie cherchant, mais je focalise beaucoup sur la thérapie relationnelle aussi. Si vous avez de la détresse,
et vous avez des relations récentes, ça peut être le premier médicament contre votre détresse. Ça peut être le premier médicament que vous aurez de plus près pour prendre soin de vous. Donc, maximiser la qualité relationnelle le plus possible. Si vous travaillez et que la relation devient nourrissante, ça devient un élément protecteur et même un élément thérapeutique pour votre santé mentale. Et de ressources, en termes de ressources, là, vous savez que on peut aller consulter un médecin, évidemment. On peut consulter un psychothérapeute, un professionnel en santé mentale. Le soutien social, n'oubliez pas, dans le cercle amical, dans la famille. Tout ça, ce sont des ressources. Mais parce que moi, je suis chercheur, je ne discrimine rien. Parfois, vous allez entendre les gens dire, nous, pour prendre soin de notre santé mentale, on va voir notre guérisseur au village. Méfiez-vous, il y en a qui les amènent jusqu'ici pour prendre soin de leur santé mentale. Moi, j'ai entendu des cas comme ça. Donc, il y a une situation, ils vont faire venir un guérisseur traditionnel à Ottawa, il va faire son travail ici, et la personne pourra s'estimer guérie. Donc, ça fait partie du répertoire de ressources que beaucoup d'Africains utilisent. Et mon favori, ou ma ressource favorite ici, ça sera l'auto-soin. Parce que ça, on l'amène partout. Si vous apprenez à prendre soin de vous-même, au point que vous allez nourrir votre bien-être émotionnel, vous allez nourrir votre bien-être psychologique et nourrir votre bien-être social, vous faites tout ce qu'il vous faut pour avoir une santé mentale optimale. Donc ça, c'est vraiment la ressource, ma favorite. Je ne vais pas aller en faire d'enjeux thérapeutiques parce que lorsque je donne la formation pour les thérapeutes, là, je peux aller plus loin pour les enjeux thérapeutiques, mais de manière générale, c'est ça quelques notions que je voulais partager à ce moment-ci. Merci beaucoup, professeur. On nous a donné quelques pistes pour que nous puissions reconnaître si quelqu'un a des problèmes de santé mentale. Et j'espère que chacun a tiré le profit et chacun peut trouver une part dedans. Et si nous remarquons que dans nos familles, dans nos entourages, dans nos amis, quelqu'un a un problème de santé mentale, je pense que la première des choses, l'affection est très importante. Donc, la relation avec la personne, au lieu de le culpabiliser, au lieu de le faire sentir mal, lui apporter notre amour, lui apporter notre affection, lui apporter notre attention, je pense que ça sera le premier pas pour éviter, comme le dit le professeur, d'aller chez le thérapeute et d'être sous les traitements qui parfois ne sont pas conventionnels et qui ne sont pas bonnes. Ok, merci beaucoup et on aura le temps de développer ça en profondeur lorsque nous irons autour de table. Gardez vos questions et vous pourrez les poser au professeur. Alors, notre deuxième intervenant, toujours dans la partie de santé mentale, c'est Mme Patricia Bougochi, si vous pouvez vous approcher du texte. Bonsoir. Oui, la psychologie, comme ça a déjà fait la présentation, je parle de m'attarder sur qu'est-ce que je suis. C'est pas évident de prendre la parole après le professeur Maïs, c'est mon professeur qui m'a fait, et une des raisons pour lesquelles j'ai embarqué en psychothérapie. Alors, je vais s'extraire de mon mieux pour être à la hauteur de ce qui a déjà avancé. Peut-être que vous allez entendre ce que j'ai à dire des choses qu'il a peut-être mentionné ici et là. Mais le but ici, je suis le but, c'est aborder l'aspect de la santé mentale du point de vue global.
C'est vrai que notre partie de cette présentation de ce soir touche à la violence armée. Je vais essayer de faire des liens entre ce que j'ai à présenter. C'est important de situer la santé mentale, la violence armée, surtout chez les jeunes, dans un contexte socio-culturel et économique. J'ai envie de dire que si la majorité d'entre nous qui sommes ici, nous sommes venus au Canada, il y a très peu qui sont nés ici. Et on a tous été exposés à cette réalité de l'immigration, de l'installation ici, de changement, d'adaptation. Et tout cela, d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, ça affecte notre santé. Ça affecte notre bien-être émotionnel, comme la professeure. Parce qu'on doit arriver dans un pays, on doit s'adapter, on doit apprendre parfois la langue, on doit trouver du travail. Et très souvent, comment dire, on arrive dans des réalités qui ne sont pas les nôtres et nous devons nous adapter. Et parfois, nous venons avec l'espoir de trouver quelque chose de meilleur, mais on se rend compte qu'il faut parfois reculer pour pouvoir nous ajuster et nous installer dans ce pays. Donc, si on parle des jeunes, parce que c'est vraiment le sujet qui nous touche un peu ce soir, même si on aborde la question de la santé mentale, il faut tenir compte des défis spécifiques auxquels ils font face, notamment la discrimination systémique. Je pense qu'on va en parler un peu plus tard avec ceux qui vont parler après moi. La marginalisation, le stress migratoire des parents, c'est de ça que je voulais parler ici. Ça pose beaucoup de difficultés d'adaptation, non seulement pour les parents, mais aussi pour les enfants. Ces facteurs peuvent être aussi des terreaux fertiles pour des problématiques de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression, le stress. Et s'ils ne sont pas adressés ou traités, ils peuvent exacerber les comportements à risque, notamment la violence et la violence psychologique. Alors, le rôle de la santé mentale dans l'escalade de la violence, ici c'est vrai que je dis violence armée, mais violence en général. Parce que c'est pas seulement, lorsqu'on parle de violence, on ne parle pas que de la violence armée, il y a toute autre chose. On voit aujourd'hui l'exploitation des jeunes filles dans le trafic humain, qui est notamment le trafic des jeunes filles dans la prostitution. Tout ça, c'est lié aussi parfois à des problèmes d'intégration, des problèmes socio-culturels, des problèmes économiques, mais aussi parfois des problèmes de santé mentale. Donc ici, je disais que le trouble des santé mentale non reconnues et non traitées peuvent contribuer à une vulnérabilité accrue chez les jeunes et les pousser à plusieurs formes de violence. Parmi les facteurs à souligner, il y a l'absence d'accès aux soins de santé mentale adéquats. Plus particulièrement, le fait de ne pas savoir où aller demander de l'aide. Parfois, on a l'impression qu'à l'école, il y a un TES, on sait qu'on peut aller dans les centres communautaires, mais des fois, on ne sait pas, parce qu'on ne sait même pas qu'on est en état de dépression ou on est en état d'anxiété. Alors, la stigmatisation des troubles mentaux dans les communautés noires pousse souvent les jeunes et même les familles à ne pas chercher de l'aide. Parce que d'abord, on apprend souvent à nos garçons, un homme ne pleure pas. Un homme ne peut pas être pris, c'est de la faiblesse. Quand on parle de santé mentale, et je peux parler pour moi, j'ai déjà eu un moment donné de ma vie, c'est de la dépression. On m'a prescrit des antidépresseurs, c'est mon pasteur qui m'a dit, tu arrêtes ça. Tu es chrétienne, tu dois prier le Saint-Esprit, tu ne peux pas être dans ça. Et cet arrêt brutal a entraîné des problèmes encore plus graves dans ma santé. Donc, c'est aussi de... Donc, c'est de pouvoir aussi comprendre que la stigmatisation, comme le mentionnait le professeur, est tellement un facteur qui nous pousse à nous cacher lorsque nous allons mal. C'est ça, je parlais de la difficulté d'exprimer les émotions, comme des signes de faiblesse chez les garçons. Et puis, le lien entre les traumatismes intergénérationnels, parce que très souvent, dans les familles, il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé mentale. On les a isolés, on les a cachés, on n'en parle pas parce que c'est honteux, c'est tabou. Alors, quand ça se répercute chez un autre enfant ou un autre membre de famille, là, on commence à chercher les mauvais esprits, on commence à chercher les démons, on commence à accuser telle ou telle autre chose, alors que c'est une histoire de santé. Il y a peut-être un historique dans la famille en lien avec la santé mentale. Et donc, tout cela, lorsque ce n'est pas adressé, même les prédispositions génétiques peuvent pousser les gens à poser des comportements agressifs. Alors, ça, c'est un facteur qui est très sensible à adresser.
je sais que ça peut irriter certaines personnes. Lorsqu'on parle de la violence chez les jeunes, de l'agression, du décrochage scolaire, de tous les problèmes qui peuvent s'ensuivre avec les jeunes dans notre communauté, c'est la démission des parents. Lorsqu'on parle de démission des parents, ce n'est pas seulement des parents qui ont abandonné, mais il y a des facteurs qui font que, je prends par exemple le cas de l'immigration. Lorsqu'on parle de surménage lié à l'immigration, parfois on arrive dans ce pays, il faut trouver du travail. Et parfois, ce n'est pas le travail adéquat, qui demande des heures impossibles pour travailler. Et souvent, les enfants sont laissés soit avec la gardienne, ou parfois avec le grand frère, ou avec des... Et souvent, les enfants se retrouvent face à eux-mêmes, et les parents n'ont pas le choix que d'aller travailler pour pouvoir à leurs besoins, et ne pas adresser les besoins des enfants, et parfois seulement la présence et émotionnelle, pour la connexion émotionnelle avec les enfants. Donc, les difficultés économiques sont une des raisons pour lesquelles on peut parler de démission. Les manques de ressources pour gérer des conflits. Quand il y a des conflits avec les enfants, parfois on va voir le pasteur, parfois on va voir un tonton, parfois on essaie de voir un ami, essaie de parler à mon jeune parce que moi je n'y arrive pas. J'ai des amis qui ont un jour emmené leur enfant au poste de police en disant faites quelque chose, nous on ne sait pas quoi faire. Mais cette brutalité, ce choc-là que l'enfant reçoit en disant mes propres parents m'ont emmené dans un poste de police parce que j'avais un mauvais comportement, peut provoquer une forme de rébellion et une forme de violence qui pourrait emmener des conséquences encore plus graves que s'ils avaient été adressés à des organismes communautaires ou à des professionnels. Alors, c'est ça les difficultés de comprendre les réalités socioculturelles des enfants parce que je le disais au professeur Jean-Michel Toko, il y a des parents qui ont quitté le Congo, mais le Congo ne les a jamais quittés. Alors, ils arrivent ici, ils éduquent leurs enfants comme ils voudraient que leurs enfants soient éduqués au Congo, dans un contexte canadien où les enfants passent des journées entières à l'école, dans le quartier, ils jouent avec des amis, et puis les enfants sont comme non, je ne veux pas forcer. Il y a des parents qui frappent encore leur enfant de 15 ans, 16 ans, et ils s'étonnent que l'enfant se réveille. Donc, même si on veut éduquer nos enfants de la manière que nous, on a été éduqués, préserver certaines valeurs, on ne peut pas ignorer la réalité canadienne et prendre en considération certaines choses en disant, même si nous voulons que ce soit comme ça, et comment est-ce qu'on peut adapter pour que les choses se passent autrement. Alors, donc, quand on parle d'absence parentale, c'est pas seulement le père qui démissionne ou la mère qui démissionne, mais parfois, ils n'ont pas le choix. Ce sont les contextes socioculturels qui les poussent parfois à ne pas être là pour leurs enfants. Donc, l'absence de modèles, des repères positifs. J'ai mis un peu des images là. On a nos jeunes qui arrivent, ils veulent s'intégrer, ils veulent être cool, ils veulent être dans la musique, ils veulent faire des choses, ils veulent sortir. Quand les parents instaurent, par exemple, un couvre-feu, ils se révèlent. Non, non, je veux sortir ici, j'ai des droits, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et aussi, souvent, ce qui arrive et que nous avons tendance à oublier, c'est que nos enfants, lorsqu'on leur parle à l'école, on les respecte. On leur parle de choix, d'options. Nous, à la maison, nous avons tendance à imposer. Et alors, lorsqu'on arrive dans cette situation, l'enfant va nous rappeler que je suis à le 9 ans. Ou l'enfant va dire, j'ai 16 ans, je peux partir. Alors, tous ces conflits-là, c'est non, tu ne feras pas ça, je suis ton parent, je suis ton père, je suis ta mère, tu ne feras pas. Ce sont ces chocs-là qui emmènent des fois des clashs entre les enfants et les parents. Alors, quand je parle d'absence de modèle et de repères positifs, malheureusement, avec les réseaux sociaux, il nous arrive de voir des personnes qui sont censées être des responsables dans les communautés. Mais lorsqu'on voit les commentaires ou les choses qu'ils postent dans les réseaux sociaux, on n'a même pas envie de les citer comme des modèles. Et moi, je dirais, si aujourd'hui nous sommes ici dans cette salle, est-ce que nous pourrons, en tant que responsables, en tant qu'adultes, nous permettre que nos enfants disent « Va sur mon réseau social, mon fils, va sur le réseau social, tape mon nom Patricia Luigi et vois ce qui a été. » Est-ce que ce qui va ressortir, c'est quelque chose qui va inspirer ce jeune à faire quelque chose de sa vie, ou c'est quelque chose qui va dire « Oh, je n'ai même pas envie qu'on cite cette personne en exemple. » Sommes-nous des rôles, des modèles pour nos jeunes, dans nos propos, dans nos comportements, dans nos agissements, dans nos choix? Ou sommes-nous justement des images que les enfants ont envie de rejeter en disant si c'est ça être congolais, alors je préfère en dire ma nationalité canadienne. Ou il y en a même, moi j'ai une amie qui m'a dit est-ce que tes parents ne peuvent pas m'adopter parce que mes parents sont bizarres. Donc, ce sont juste des réalités auxquelles nous devons faire face. Alors, la famille, peut-être dans les discussions autour de la table, je voulais adresser justement la question de l'absence du père.
c'est un travail que je suis en train de faire. Lorsqu'on parle de l'absence du père, c'est pas seulement le père qui n'est pas à la maison. Lorsqu'on parle de l'absence du père, c'est pas seulement le père qui est parti pour l'environnement. Lorsqu'on parle de l'absence du père, c'est parfois aussi ce père qui est dans la maison, mais qui n'est pas là dans la vie de ses enfants. C'est ce père et la mère qui se disputent continuellement et ça affecte les enfants. C'est ce père qui n'a pas de temps à accorder à ses enfants. Mais ce n'est pas parce que c'est sa faute, mais c'est aussi parce que le divorce est un peu lié à ça. Des fois, les parents restent encore dans la maison ensemble juste pour garder un semblant d'eux, alors qu'il n'y a plus de contact. Et nous, adultes, nous avons le tort de penser que ce que nous faisons, les enfants ne le voient pas. Et ceux qui voient, je suis psychothérapeute de groupe et famille, je reçois des enfants aussi jeunes que 6 ans. Ce que j'entends que les enfants me racontent en thérapie, alors que les parents viennent me dire l'enfant est anxieux, l'enfant fait ceci, l'enfant est cela. Mais à la longue, je reviens toujours comme Martin Robert vous disait, les troubles chez les enfants commencent chez les parents. Commencez par parler aux parents et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'un enfant est devenu comme ça. Et c'est le trouble de l'attachement, je ne peux pas élaborer là-dessus, c'est très théorique. Mais donc, c'est cette réalité-là. Mais on a aussi cette réalité-là, comme je dis, je ne pointe du doigt à personne. Je suis moi-même mère monoparentale, divorcée. Donc, je ne peux pas être ici en train de pointer du doigt à quelqu'un parce que je sais ce que je vis. Vivre seul avec des enfants, mère monoparentale, précarité financière. C'est un stress que la mère vit peut transmettre à ses enfants. Il y a toute cette réalité-là, mais on a aussi des familles recomposées. Quand un enfant vit dans une maison avec un père et qu'il ne reconnaît pas ce père-là, il peut avoir des troubles, il peut avoir de la rébellion, il peut avoir du décrochage scolaire, il peut avoir l'envie d'aller chercher des figures masculines, paternelles à l'extérieur. Et parfois, ce sont dans les dents de vie qu'ils vont chercher ça. Et contrairement à ce qu'on peut penser que la violence armée, la prostitution, ou tout ce qui touche nos jeunes, ce ne sont pas seulement des familles pauvres. Il y a des gens qui vivent dans le quartier bien, qui se rencontrent cette réalité-là. Et en aucun cas, et d'ailleurs je le dis un peu dans ma conclusion un peu plus tard, la situation de la santé mentale chez les jeunes, la violence armée chez les jeunes, la prostitution ou quoi que ce soit, la drogue, les familles ne doivent pas affronter ce problème seules. C'est nous, en tant que communauté, que nous devons justement, au travers des dialogues comme ça, essayer de trouver des pistes de solutions, de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nous pouvons apporter de l'aide aux familles qui n'ont pas encore de problème, mais aussi aux familles qui ont déjà des problèmes. Avons-nous les ressources nécessaires? Sommes-nous aptes, sommes-nous dignes de nous tenir devant nos jeunes en disant, voici, on veut vous aider, on veut vous comprendre, on veut vous écouter, dites-nous ce dont vous avez besoin, on va voir aussi ce qu'on peut vous apporter et ensemble, on va travailler pour trouver des ressources pour évoluer. Donc, la question de la santé mentale et la violence armée, si on regarde, il y a toujours une relation. Il y a toujours des problèmes d'anxiété, il y a toujours des problèmes de rébellion, des problèmes d'identité. Les jeunes ont besoin de s'identifier à un parent, à un oncle, à une tante, mais très souvent, ils sont attirés par ce qui se passe à l'extérieur. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un fléau. Instagram, TikTok, Facebook sont un fléau pour nos jeunes. Et c'est vraiment là aussi le terreau fertile de la violence armée et de tout ce que nous pouvons avoir comme problème dans la communauté. Alors, pour le reste, je pense que nous avons l'occasion de discuter autour de la table et je vais juste passer la parole à la prochaine personne qui va venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Patricia. Nous venons de voir que le problème de santé mentale et de population, le noyau, ça commence toujours dans la famille. Et quand dans la famille, il y a une stabilité, ça peut créer des problèmes à la longue vont toucher et les enfants et les parents, et ça peut amener à une violence armée, une violence à l'extérieur, et nos jeunes ne se retrouvent pas. Bien sûr, nous venons de l'Afrique, nous venons... Oui. Bien sûr, nous venons de l'Afrique. Arrivé ici, il y a le choc.
Et à cause de ce choc culturel, beaucoup de choses se passent. Mais c'est pas bon de voir. Ce dialogue vous permet de connaître et de comprendre certaines choses. Et j'espère qu'à la longue, nous serons en mesure de pouvoir venir en aide à nos jeunes des proches, venir en aide à nos jeunes qui essayent de se retrouver dans la société, mais ne se retrouvent pas, n'ont pas de repères. Nous soyons des parents modèles pour que nous puissions venir en aide à nos jeunes. Cela va nous conduire à l'intervention de M. Christophe Moussa, qui est policier, et il va nous parler de l'usage de la force lors des interactions policières. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'excuse d'avance, je ne savais pas qu'il y avait pas au point. Je ne suis pas une professionnelle que l'école. Mais je peux faire aussi. Je suis venu avec un peu de transition pour pouvoir aborder ensemble, discuter. Et j'espère que ça va pouvoir être très informatif pour vous. J'aime beaucoup la façon dont vous avez abordé la question de la santé mentale, puisque évidemment, en tant que policier, il m'arrive très souvent de voir des cas de santé mentale. C'est comme j'expliquais au docteur. En fait, la police, nous sommes un peu la première instance, si vous voulez, de certains cas en lien avec la santé mentale. Par exemple, si une mère appelle la police parce que son enfant souffre d'un problème sérieux, l'enfant fait des commentaires du genre « je vais me suicider », il y a un plan très concret. Donc, très souvent, la police peut être impliquée dans un cas pareil parce que la jeune fille, par exemple, a un couteau et elle essaie de se faire du tort. Les policiers vont venir essayer de trouver une façon d'interagir avec la jeune fille pour que les choses se passent, évidemment, le mieux possible pour qu'elle soit transportée à l'hôpital et qu'elle soit évaluée par un. Très souvent, je sais que le lien entre la santé mentale et la police est très controversé par moment. Beaucoup de personnes, souvent, ont la difficulté à voir comment est-ce que les policiers peuvent être impliqués dans les cas de santé mentale. Mais très souvent, lorsqu'on regarde la nature de certains de ces cas, on comprend que l'intervention policière est nécessaire parce que il y a, par exemple, un certain niveau de force qui doit être utilisé pour aider la personne qui souffre de santé. Donc, avant d'aborder mon sujet, j'avais amené certaines statistiques pour essayer de nous donner un peu un aperçu des événements qui se sont produits dans les dernières années. En ce qui est en lien avec les homicides, les meurtres, c'est tous ces incidents-là. Et vraiment, en passage, nous avons des condoléances pour votre fils. J'avais entendu parler du cas. Évidemment, on ne s'est jamais rencontré. Ce n'est pas des choses faciles. Bon, c'est ça. Donc, en 2024, dans la ville d'Ottawa, simplement dans la ville d'Ottawa, il y a eu 20 cas d'homicide, c'est-à-dire 20 meurtres. Okay? Et dans ces 20 meurtres-là, il y a eu un incident qui avait fait 6 victimes à Barrhaven. Et en 2023, on a eu 15 cas d'homicide. Et donc, depuis 2018, le nombre d'homicides varie entre 13 et 17, dépendamment de l'année. 13 et 17 cas où il y avait des gens qui se sont tués. Okay? À l'exception de 2020, on a eu 9. Okay? Là, c'est quand même beaucoup. Une vie, c'est une vie. C'est pas une, deux, trois qui déterminent pas. C'est bien évidemment le moins possible, c'est ce qu'on peut. Moi, j'ai assisté à plusieurs cas. Personnellement, quand je suis dans ma carrière, j'ai 12 ans de circuit dans la piste. Quand je repense à certaines des situations que j'ai dû affronter, souvent je me posais la question, je me disais, comment est-ce que les gens peuvent se rendre jusqu'à ce niveau-là? C'est en lien avec la santé mentale par moment, oui. Mais aussi, il y a ce que moi je considère sur ma carrière, je trouve qu'il y a aussi la question des choix de vie que certaines personnes décident de faire, qui évidemment vont avoir un impact sur leur vie
une fois de manière très drastique. Okay? Maintenant, qui sont les gens impliqués dans ces cas? Où est-ce qu'on constate que il y a eu de la violence armée ou qu'il y a eu des victimes? Malheureusement, ça fait mal de le dire, ça fait vraiment de la peine de l'avouer, mais ce sont nos jeunes noirs, okay? Nos jeunes qui sont soit victimes d'un incident où il y a eu usage d'armes à feu, de couteaux, et ils meurent sur la scène, ils meurent à l'hôpital, ou c'est nos jeunes qui sont tout à coup maintenant qui deviennent des criminels parce qu'ils ont décidé de s'adonner à des activités qui, évidemment, finiront par avoir un impact sérieux dans leur vie. Maintenant, ma soeur a touché un peu là-dessus dans sa présentation, je suis vraiment content de ça. Mais maintenant, il faut se poser la question, c'est ce désir de la violence. Pourquoi? Okay? Oui, c'est vrai que dans des cas de santé mentale, il peut y avoir des façons de comprendre pourquoi un jeune s'est adonné à la violence, pourquoi un jeune a tout à coup décidé de porter certains actes qui, malheureusement, ont eu des résultats tristes. La police, évidemment, ce qu'elle va faire, c'est considérer d'abord l'aspect criminel des choses. Okay? Il se peut que cette personne ait un trouble au niveau de la santé mentale, mais en même temps, il y a une victime, une personne est morte. Donc, le criminel va prendre le dessus et par la suite, s'il y a lieu d'évaluer la question de santé mentale, alors elle va être évaluée. Okay? Donc, c'est jamais vraiment un cas qui est une raison qui est négligée. Mais au départ, ce n'est pas nécessairement l'avenue que la police va vouloir prendre. Okay? Donc, maintenant, pourquoi ce goût à la criminalité? J'ai 41 ans aujourd'hui. Mes parents sont ici. Okay? Je peux avouer que j'ai quand même bénéficié d'une éducation qui m'a permis de faire des bons choix. Comme n'importe quel jeune aujourd'hui de la société, j'ai eu à faire des choix, j'ai eu à choisir mes fréquentations, j'ai eu à comprendre que certaines décisions pouvaient éventuellement avoir un impact sur la vie à long terme. Alors, pourquoi est-ce que, si je peux dire, j'ai réussi à m'en sortir? Ben, je veux dire, les mauvaises fréquentations, j'ai dit éviter. Certains de nos jeunes ont de la difficulté à faire la part des choses. Certains de nos jeunes ont tendance à trouver que fréquenter des personnes qui peuvent les entraîner à faire des choses mauvaises est la bonne chose à faire. Okay? C'est triste. On a parlé un peu des gangs. Okay? Donc, l'attraction à la rue et aux gangs. Pourquoi? Ma soeur en a parlé. On voit ces situations-là, des femmes dans les maisons où est-ce que tout va bien. L'éducation, les parents sont là, ils sont bien assis, ils ont donné des bonnes valeurs aux enfants, ils vivent dans de très bonnes conditions, mais pourtant, l'enfant, malheureusement, décide de laisser les valeurs familiales pour s'adonner à certaines valeurs qui sont, si vous voulez, enseignées dans la rue. Pourquoi? C'est difficile à comprendre, mais c'est encore là la question du choix. Est-ce qu'il y a la santé mentale qui est liée avec ça? Par moment, oui. Okay. Est-ce que les troubles que l'enfant vit à la maison font en sorte que, même si on semble voir que c'est un environnement sain, mais en réalité, l'enfant a un manque à la maison, qui fait qu'en sortant dehors, maintenant, il va chercher ce qu'il n'a pas à la maison. Plus tard, en tant que parent, il y a des questions qu'il faut se poser. Mais pourtant, moi, je l'ai vu souvent, des gens qui te disent, mais on lui a acheté ça, on lui fait ci, on est là, mais il n'y a pas d'investissement par enfant. Fait que l'enfant, maintenant, va chercher ça avec des gens qui sont dans la rue, qui leur donnent une forme d'amour un peu empoisonné. Okay? Il y a aussi toute la question de la recherche identitaire. Okay? Il y a des jeunes qui voient à la rue une raison de s'identifier, une façon de devenir quelqu'un. Je me tiens avec tel groupe,
tel groupe fait telle activité, alors moi aussi, je vais faire ça, et puis on va m'accepter. Il y a un respect qui vient aussi avec ça. Okay? C'est des choses maintenant qui attirent souvent nos jeunes. Le désir d'appartenance. Okay? J'ai parlé aussi d'une implication faible, des fois auprès des parents. Mais ça m'étonne beaucoup de voir à quel point, parce qu'évidemment, quand la police est impliquée, c'est souvent très, c'est fatal. Le cas est déjà arrivé et nous, on essaie de bloquer. Donc, on est placé. Mais en parlant aux parents, souvent, c'est triste de remarquer, de constater que ils sont complètement ignorant complètement de la réalité de leurs enfants, ne savent pas ce que leurs enfants font à l'extérieur, et c'est lorsque l'incident se produit que là maintenant les yeux s'ouvrent et souvent c'est trop tard. Okay? Et ce manque d'implication parentale peut aussi entraîner toute la question du décrochage scolaire. Comment est-ce que vous n'êtes pas au courant de la progression académique de votre enfant? Comment est-ce que vous ne savez pas que vous voir un peu des indices qui pourraient vous faire voir que, ah, mais est-ce qu'il va à l'école? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les devoirs? Comment est-ce qu'il n'y a pas une communication avec le professeur pour voir exactement qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Et il ne faut pas attendre que l'enfant soit grand. Souvent, ça commence très tôt. Et si cette implication parentale n'est pas là, ça peut entraîner des conséquences très graves. La technologie, on a parlé des réseaux sociaux, des médias. Aujourd'hui, avec cette réalité, la police, on rencontre une différente forme de criminalité, donc tout ce qui est cyber, bullying, les menaces qui sont faites en ligne, la destruction psychologique que les réseaux sociaux peuvent entraîner dans la vie des jeunes, et ça peut entraîner certains jeunes même à considérer le suicide. Okay? J'ai été dans un cas où la jeune fille s'était enlevée la vie, elle était dans son garde-robe, et suite à l'enquête, on s'est rendu compte que c'était une jeune fille qui était victime de beaucoup d'harcèlement à l'école. Okay? L'enfant ne s'ouvrait pas nécessairement à ses parents parce qu'elle ne sentait pas qu'il y avait une relation parentale qui lui permettait de le faire. Ça, c'est triste parce que c'est trop tard. Maintenant, l'enfant, l'acte a déjà été posé. Maintenant, on est en train de consoler les parents qui sont complètement là-dessus. L'usage des drogues. Évidemment, les parents font leur possible, mais les jeunes, souvent, à défaut de créer une forme d'intelligence en scène, finissent par une fois rentrer la drogue à la maison, utiliser la drogue à l'extérieur. Et souvent, cette drogue, liée avec la santé mentale, peut avoir des effets dévastateurs sur la condition des jeunes. Donc, c'est ça. Donc, le rejet des valeurs familiales. Quand on considère un enfant qui vient d'une bonne famille, le rejet des valeurs familiales va entraîner à suivre une route potentiellement qui va l'amener à faire des bêtises. Okay? C'est très important, moi, quand je parle avec nos jeunes, et j'ai un amour particulier pour nos jeunes parce que quand j'ai la chance d'investir dans nos jeunes, je leur fais toujours comprendre que tu as le choix. Okay? Tu as le choix. Il n'y a personne qui te force de suivre cette voie en ce moment que tu veux suivre. Aujourd'hui, quand toi chanceux, le policier est là pour faire un rapport, mais tu peux prendre la décision maintenant d'écouter et prendre l'avantage de l'effort et de l'énergie que les parents veulent investir sur toi. Et si tu décides de continuer à suivre la voie qui va t'amener à faire des bêtises, c'est toi qui vas en souffrir. Prends des médicaments, tu as des problèmes en santé mentale. L'hôpital dit, OK, prends des médicaments pour gérer un peu les émotions. Et comme ma soeur l'a dit, et puis je suis tout à fait d'accord avec elle, je pense que l'aspect spirituel des choses est important. La prière, c'est important pour ceux qui croient en Dieu, qui ont une foi, de prier et d'espérer vraiment recevoir un support de la part du Seigneur. Mais je pense aussi qu'il est important de ne pas négliger les connaissances professionnelles des docteurs qui peuvent aider aussi pour que le jeune soit en mesure de pouvoir gérer ses émotions. Okay? Donc, je ne pense pas que c'est sage de dire à une personne de mettre la culpabilité en disant laisse les médicaments parce que on va y aller de cette manière-là. Okay? Pas nécessairement, surtout lorsque il s'agit vraiment d'éléments très techniques comme ça. Okay? Alors maintenant,
On a aussi l'influence des modèles. On ne se le cache pas, dans la communauté noire, nos jeunes souffrent beaucoup à cause des modèles dans le monde du divertissement, okay, qui poussent nos jeunes à adopter des comportements des fois qui sont très, très, très tristes. Tous nos rappeurs, vous en connaissez, okay, c'est des personnes qui font la promotion de l'usage de drogue, peut-être avoir accès aux armes, la haine policière, les téléphones comme si elles sont des objets. Et souvent, nos jeunes ont tendance à regarder ces gens-là à cause du succès, l'argent qui vient. Et ils les regardent comme des modèles presque plus que leurs parents qui ont investi en eux et qui devraient techniquement être leurs modèles. Vous comprenez? Et c'est curieux de voir que dans le milieu du divertissement, c'est seulement chez les Noirs. C'est seulement chez les Noirs qu'il y a ces grands modèles-là qui font la promotion de la violence, qui font la promotion du gang de nuit, font la promotion de marcher avec des armes à feu. Moi, j'avais expliqué à un jeune à un moment donné, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à Laval et j'ai vécu ici à Ottawa. Je suis arrivé au Canada, j'avais 2 ans. Ma connaissance du Congo, j'en ai pas du tout. J'ai évolué comme un jeune Canadien. En aucun cas est-ce que j'ai senti le besoin de marcher dans les rues avec une arme à feu, avec un couteau, ou sentir que ma vie était en danger. Pourquoi? Parce que je ne me traînais pas avec des mauvaises personnes. Je faisais des bons choix. Et je ne sais pas qu'est-ce que ma vie aurait été si j'aurais fait le bon. Okay? Donc, que faire? Okay? Rester en contact avec les jeunes et essayer le plus possible d'être impliqué et de garder un dialogue ouvert. En parents, c'est important. Je vous encourage, ceux qui sont parents, gardez un dialogue ouvert avec vos enfants. Okay? Parce que c'est ça qui va vous permettre de voir peut-être que, l'enfant est fermé ici, il ne veut pas me parler. C'était un indice qu'il y a quelque chose qu'il faut essayer de découvrir. Okay? Si vous vous éloignez de votre enfant, vous allez peut-être manquer de savoir que, il y a une situation à l'école, il y a une situation peut-être avec des amis, il y a un problème au niveau de la santé mentale. Et des fois, les parents sont pas au courant. Comme mon frère a expliqué, dans nos communautés africaines, toute la question de santé mentale est encore très taboue. Okay? Évidemment, pousser les jeunes à s'impliquer au niveau communautaire. Okay? Un jeune qui s'implique dans la communauté va avoir moins tendance à vouloir faire des bêtises. Il va avoir moins tendance à vouloir faire des choses qui vont l'amener à devenir un sujet d'intérêt pour la police. Et quand moi, je rentre sur notre système, que je suis dans mon véhicule, je vois son CV. Okay? Et je vois déjà tout ce qu'il a fait, toutes les fois qu'il a été arrêté, toutes les fois que d'ailleurs il doit aller en cours, toutes ces choses. Ça m'a pris souvent de voir que, avec tout ça, souvent les jeunes ne comprennent pas. Et pourquoi est-ce que tu es dans la rue à 3 heures du matin avec des gens qui traînent avec des armes à feu, la drogue? Toi, tu as une maison, tu as des parents qui t'aiment, rentre à la maison. Parce que quand le groupe ennemi va venir avec des armes à feu pour commencer à tirer, tu vas être pris. Et même si tu n'es pas directement impliqué dans ça, mais parce que tu te trouves dans ce milieu-là, tu risques d'en payer le prix. Et maintenant, des activités aussi pour sensibiliser à la haine policière. Dans nos communautés africaines, dans les communautés noires, afro-caribéennes, il y a une culture qui essaye de faire beaucoup la promotion de la haine policière, voir les policiers comme étant des gens qui sont là pour viser les Noirs et trouver une façon de les stigmatiser et en faire des sujets. C'est vrai qu'il y a eu des cas où il y a de l'abus, okay? Je suis le premier à le dire, et le milieu policier n'est pas parfait. Okay? Nos interventions maintenant, pour plus ou moins aborder ma question, j'ai voulu changer un peu les choses pour livrer un message un peu plus pointu. Donc, lorsque un policier intervient avec, par exemple, un jeune, par exemple, si mon frère est ici, mon frère, bon, on reçoit un appel parce qu'il y a un jeune noir qui a été aperçu dans tel magasin en train de voler, on nous donne une description. Et il n'y a pas de voix, il a volé, surtout porte à croire qu'il l'a fait. Le policier arrive, maintenant avec la description de l'individu, on voit quelqu'un. On l'approche, on écoute. J'ai des raisons valables de croire que tu as commis un vol. Okay? Je vais t'identifier. On va déterminer si oui ou non tu es cette personne. On va appeler peut-être le témoin. Et en ce moment-là, on déterminera s'il faut y aller avec des charges criminelles.
très souvent, à cause de tout ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, la télé aux États-Unis, toutes les interventions policières qui se sont déjà produites dans le passé, on a souvent tendance à prendre un peu cette position de victime et voir que le policier vient avec une attitude soit raciste ou que le policier vient avec un agenda très pointu. Okay? Moi, j'encourage toujours les jeunes qui écoutent le combat, tu ne vas pas le gagner sur le terrain. Si tu penses que le policier est victimise et qu'il fait exprès de t'aborder parce que tu sens que c'est une situation raciste, laisse-le finir son travail. Okay? Parce que l'empêcher de faire son travail ne va que lui donner des raisons supplémentaires d'utiliser peut-être la force. Quelque chose que tu ne veux pas. Mais moi, j'enseigne souvent aux jeunes d'y aller avec l'intelligence. Laisse-le faire son travail. Toi-même, tu sais si tu es coupable ou pas. Et tu le sais. Et si tu donnes des raisons au policier de croire que tu l'es, alors il va te creuser. Tu lui donnes une bête, il va creuser. Okay? Donc, laisse faire. Mais maintenant, ça va. Laisse-lui faire son travail. Prends son nom, prends son numéro de badge et va faire ta guerre en bonne et due forme. Okay? Et lorsque tu peux montrer au policier que tu es une personne intelligente, un policier qui vient avec des idées déjà racistes au départ va avoir tendance à être plus prudent. D'accord. Okay? Mais un policier qui a peut-être une tendance à croire que les jeunes noirs, eux, il faut garder l'œil sur eux, et que tu lui donnes une raison de penser que tu peux être la personne qui a commis le vol, alors tu vas lui donner une raison de te mettre en état d'arrestation. Même si tu n'es pas coupable de ce vol, okay, le policier sera capable de justifier que non. Je lui ai expliqué que j'étais en train de faire une enquête et il a été un peu un obstacle à cette enquête. Il a commencé à crier au racisme, il a commencé à sortir son téléphone. Il m'a poussé à croire que peut-être qu'il avait le cellulaire volé dans ses poches. Alors, je l'ai mis en état d'arrestation. Et là, il va appeler ses collègues. On est là, on est 3, 4. Et là, vous voyez simplement. Et là, les réseaux sociaux vont montrer quoi? 3 policiers sur un jeune noir. Et ça fait boule de neige. Mais pourtant, toute l'histoire en arrière. Est-ce que c'était nécessaire d'en arriver là? Pas du tout. Et si nos jeunes sont capables d'utiliser une approche beaucoup plus intelligente, on va probablement éviter des cas où est-ce que nous sommes limités. Et nous allons aussi enlever cette idée peut-être qui plane dans les milieux policiers que les jeunes noirs ont une tendance à être plus violents, plus agressifs lors des interventions policières. Okay? J'aurai la chance peut-être de répondre à certaines questions un peu plus en détail lorsqu'on va avancer dans le programme, mais je voulais vraiment toucher l'intervention policière vers la fin pour aborder un peu plus ce que j'ai touché au début parce que je pense que c'est encore plus important. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Vraiment, nous avons appris davantage. Tout tourne toujours autour de la santé mentale. Donc, lorsque le jeune est affecté et qu'il ne se retrouve pas dans la société, il n'a pas de repère. Je m'excuse, il veut montrer qu'il est peut-être le plus fort, que c'est lui le boss, il se retrouve dans la rue, dans les mauvaises compagnies à cause de mauvaises décisions. Et ça a des impacts négatifs sur son futur. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que les policiers ne sont pas nos ennemis. Les policiers sont là pour nous aider. Faisons des policiers nos alliés. Ne les craignons pas, ne les stigmatisons pas, mais faisons des policiers nos alliés. S'il y a un problème, ils pourront rappeler avec la police. Ne cherchez pas à vous débattre. Ne cherchez pas à porter des coups. Ne cherchez pas à faire des choses qui vont compliquer, des choses qui vont venir par après. Au contraire, laissez le policier faire sa procédure normale. Et si vous avez raison, vous allez sortir, il n'y aura pas de problème. Et si vous avez tort, là, vous serez récréé. Merci beaucoup et je pense que lorsque nous passerons autour des tables, ceux qui seront intéressés sur le sujet pourront poser des questions. Alors, nous allons inviter notre dernier panéliste, M. Victor. Lui, il va parler du rôle de la jeunesse qui rentre dans la perspective de violence armée et santé mentale.
Bien, merci beaucoup pour la parole. Je suis très ravi de voir la succession d'exposés. Moi, je suis la dernière personne normalement qui devrait. C'est comme si je devais faire la conclusion, n'est-ce pas? Ce qui a été. Si je regarde le début, mon santé mentale, ils sont passés par violence au niveau de la famille, passant par la relation entre les jeunes et les policiers. Moi, je me dis, tout ce qui tombe dans ça, ce sont les jeunes. Et ces jeunes, ils viennent d'où? Ils viennent de la communauté immigrante. Et nous parlerons beaucoup plus des jeunes noirs. Parce que la violence, c'est vraiment un phénomène, nous voyons, c'est à la île, dans toutes les communautés, et aussi ça fait sur les communautés, et je parlerai beaucoup plus de nos communautés noires. Et quand je parle de noirs, je vois les collègues qui sont bien sûr impliqués dans ça. Alors, il y a beaucoup d'obstacles qui sont très spécifiques pour dire pourquoi les jeunes arrivent à ces genres de situations. Si je suis exposé de Christian, je dis, c'est vrai, c'est un parcours, c'est les rôles très importants qui sont en train de jouer pour que les jeunes n'arrivent pas à ce genre de situation, malheureusement. Ce qui arrive, ils sont toujours les dernières personnes à constater ce qui est déjà fait. Alors, nous avons des obstacles qui incluent cette situation, c'est beaucoup plus la marginalisation et les pressions économiques, et aussi nous avons les barrières linguistiques. Le Canada aujourd'hui accueille beaucoup d'immigrants qui viennent des pressions économiques. Ils sont comme des réfugiés. Et aussi, nous avons beaucoup de jeunes qui parfois arrivent dans des situations où il faut faire des liaisons familiales. Pourquoi aujourd'hui on va parler de ce sujet? On parle des sujets parce que nous avons le problème de la croissance de l'immigration au Canada. Le Canada, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités à toute personne qui veut venir ici. Et aussi, comme vous pouvez le voir, les jeunes apportent une partie très importante pour l'avenir du Canada. Pourquoi on doit parler de cette situation? C'est parce qu'il y a beaucoup de risques. Des risques d'exclusion sociale qui font à ce qu'il y a des sentiments de ces jeunes qui sentent qu'ils sont restés par la société. Et bien sûr, étant restés par la société, c'est maintenant la communauté immigrante qui va les accueillir. Et c'est ainsi que nous avons des problèmes de la criminalité. Et ces sentiments, souvent, sont beaucoup plus renforcés par le racisme, la discrimination et les inégalités économiques. Nous avons les problèmes d'intégration sociale. Comme vous pouvez le constater, les jeunes immigrants qui sont là, ils sont toujours impliqués et sont beaucoup plus soit acteurs ou soit victimes de la violence affective. Pourquoi on doit parler de cette situation? Parce que nous avons le problème de la protection de la vie de ces jeunes. Lorsque le jeune arrive ici, on sait très bien que nous devons en parler parce qu'on doit sensibiliser les jeunes qui se retrouvent dans différents coins de tous les Canada parce qu'ils constituent aujourd'hui une élite qui doit être formée parce que le Canada aujourd'hui a besoin de ces élites. Et nous en parlons parce que nous voulons des stratégies pour prévenir la prévention. Tout simplement, c'est pour le développement, les opportunités données à ces jeunes, les opportunités de développement personnel, d'éducation et de travail. Pourquoi nous parlons des jeunes aujourd'hui? Parce que nous voulons réduire les stéréotypes. Et ce sont les stéréotypes parce que nous devons les déconstruire. On doit déconstruire les préjugés qui associent souvent immigration et criminalité. Il est très essentiel de nuancer cette perception parce qu'il faut montrer que la violence armée chez les jeunes est souvent ou plus la conséquence des facteurs structurels. Et aussi, ce n'est pas seulement d'une culture de violence inhérente à leur identité.
Je disais que le Canada essaie un peu d'ouvrir ses portes parce que c'est un pays qui est stable, disons, politiquement, qui offre des opportunités économiques et aussi en fonction de son engagement avec la diversité culturelle. Chaque année, le Canada accueille à peu près, par exemple, en 2023, on a dit que le Canada a accueilli plus de 400 000 nouveaux immigrants. C'est un chiffre, bien sûr, qui montre que le Canada a des ouvertures et qu'il a besoin de main-d'œuvre. Qui sont maintenant ces jeunes-là immigrants? Nous avons plus de jeunes qui sont entre 15 et 29 ans et qui proviennent de tous ces pays qui ont été confrontés à des réalités socio-économiques et parfois très difficiles dans leur pays d'origine, comme les conflits armés, les crises économiques ou les discriminations. Alors, ici, ils essaient un peu de s'adapter à un nouveau système scolaire, un nouveau système d'éducation, et parfois, il faut apprendre une nouvelle langue. Ici au Canada, le français, l'anglais, d'où, entre les deux, ils doivent apprendre cette langue. Et alors, ils ont de naviguer entre deux cultures. La culture du pays d'origine et la culture de ce pays qui est comme leur pays d'accueil. Nous avons plusieurs défis. Et ces défis qu'on rencontre beaucoup plus chez les jeunes, c'est les barrières linguistiques, l'adaptation culturelle, la discrimination et les difficultés économiques. Si on veut parler des facteurs qui contribuent maintenant à cette violence armée chez les jeunes immigrants, on trouve la pauvreté et la marginalisation sociale. Lorsque les jeunes vivent dans des conditions très économiques et précaires, et parfois il y a des familles qui sont confrontées à ces différentes situations, difficultés d'emploi et aussi à des bas salaires. Dans les contextes de marginalisation, c'est là qu'on trouve que les jeunes ils se retrouvent un peu isolés et leur famille, leur endroit où ils doivent aller se cacher, c'est surtout dans la criminalité. Dans les barrières linguistiques, comme je voulais le dire, et scolaires, les jeunes ont souvent des difficultés à réussir leur vie parce qu'ils se sentent comme s'ils ne sont pas à la hauteur et aussi, parfois, ils se sentent de ne pas être compris, même par les employeurs ou même par au niveau scolaire. Et dans ce cas, nous avons les problèmes de décrochage scolaire. N'oubliez pas qu'en retour, cela augmente maintenant le risque de dérive et des activités illégales très violentes. Si on peut parler de la discrimination et du racisme, on trouve que cela peut les amener maintenant à ressentir un sentiment d'exclusion. Et alors, les perspectives de réussite sont de plus en plus moindres. Lorsque ces gens résitent où ils sont discriminés, ça peut maintenant les pousser à aller trouver leur appartenance ailleurs. C'est pourquoi je crois que les avait dit, si on ne trouve pas quelqu'un qui ne comprend pas ici, je pense que nous devons nous arranger pour aller ailleurs. C'est là que les gens, ils nous acceptent. Et ça, les jeunes, c'est tout comme si dans notre communauté, on ne nous comprend pas, on nous rejette, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mieux rester ici parce que c'est notre identité qu'on a pu chercher. Nous avons le problème de l'acceptation et la reconnaissance. Lorsque les jeunes se trouvent qu'il y a l'influence des pairs et aussi des recrutements par les gars, je pense que les gars ont souvent un réseau très criminel où ils leur donnent leur statut, un endroit où ils peuvent s'affirmer, et puis ils leur donnent protection, et parfois ils se disent, c'est nous maintenant qui allons être comme votre guide. Les parents ne vous aiment pas, c'est nous allons essayer de vous donner un guide, un moyen pour la réussite. Alors, ils ont maintenant un accès limité parfois au service de soutien qui est la santé mentale, le problème de l'accès à l'intégration et aussi dans des programmes de prévention. Nous avons les traumatismes liés au passé. Beaucoup de jeunes viennent des pays où il y a la guerre. Vous savez, ils ont traversé des situations très difficiles, ils sont passés par les camps de réfugiés, il y a d'autres qui étaient des enfants soldats, il y a d'autres qui ont vécu et ils ont vu comment est-ce que leur famille était traumatisée, violentée,
Et quand ils arrivent ici, ce sont des traumatismes qu'ils sont en train de vivre et parfois, ici, ils n'ont rien reçu comme appui psychologique. Ces jeunes vivent avec cette situation jusqu'à ce jour. Donc, sans un soutien psychologique approprié, nous avons des traumatismes qui peuvent se manifester par des comportements très violents. Bien, je vais essayer de parler de l'impact de la violence armée sur les jeunes du Vietnam. On a parlé de traumatisme psychologique et émotionnel. Parce que les jeunes, ils subissent cette situation et parfois c'est l'anxiété, la dépression, les troubles post-traumatiques et aussi les sentiments de peur très constants où il y a la méfiance à l'égard des autres. Et là, ils sont très distants des autres, y compris même des figures d'autorité. C'est là qu'on peut penser que les policiers devraient être notre allié, mais aujourd'hui, c'est ça c'est notre ennemi. La manière d'approcher les policiers, ça ne sera pas de la même manière que je peux dire, il vient pour ma protection, immédiatement, il vient surtout pour agresser. On parlait de l'isolement social, ce sont bien sûr des conséquences qui font que les jeunes se sentent affectés, non seulement leur santé mentale est affectée à court terme, mais aussi peuvent avoir des répercussions très durables sur leur développement personnel et leur capacité même de se développer dans la société. J'essaie un peu de parler de l'impact sur l'éducation et l'emploi, je pense qu'on l'avait dit. Lorsque c'est tous qui sont restés, ils ont de la difficulté à réussir et aussi ils ont un problème d'avancement professionnel parce qu'ils ont un faible niveau d'éducation ou de l'exclusion au marché du travail. Nous avons la stigmatisation communautaire. Ça, c'est un point très important parce que lorsqu'on sait que le noir, n'est-ce pas, il arrive dans un magasin, immédiatement, il signale, il y a un noir qui rentre, faites très attention, mettez tous vos yeux sur cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils sont là, c'est eux qui volent, et c'est eux qui sont très violents. Si vous les approchez immédiatement, attendez-vous à telle réaction. Immédiatement, les caméras sont tournées vers la personne. Et parfois, comme on l'avait dit, les policiers, on l'appelle, on dit, il y a quelqu'un qui a un comportement comme ça. Et c'est vrai, si tu réagis de cette manière, on sait, il a raison, ce sont les noirs qui font comme ça. À chaque fois que nous, on a dans des magasins, on se dit, ça c'est noir, on commence à nous stigmatiser. Donc, ce sont les stéréotypes raciaux et ethniques que nous sommes en train de subir parfois. Alors, cette méfiance très accrue nous amène à ce qu'on ne puisse même pas sentir qu'il y a la coopération entre la police ou les autorités pour résoudre les différents problèmes que nous pouvons avoir. On parlait des traumatismes des relations au niveau de famille. Je crois que il a mentionné ces problèmes-là parce que lorsque ça fait non seulement les jeunes, vous n'avez pas pensé que ça s'arrête au niveau de la jeunesse, mais aussi c'est leur famille qui va atteindre de subir cette situation. En cas de rupture des liens familiaux, bien sûr, les parents ne connaissent pas ce qui se passe ici. Les parents ne connaissent même pas ce qui se passe au niveau de leurs enfants. Que font les enfants après l'école? Que font les enfants à 3 heures du matin? Parce que les enfants doivent sortir pour aller chez la maison, bien sûr. Mais il faut savoir, ils vont avec qui? C'est où exactement ils partent? Ils vont rentrer à quelle heure? Si les parents doivent parler avec les jeunes, après c'est Dieu qui va lui dire, non, c'est pas mon problème. Je suis déjà grand, tu n'as pas besoin de connaître ce que je suis. Et voilà, là, ça crée des difficultés. Lorsque le policier, les parents se rendent compte que leur enfant a été arrêté, on les appelle, les parents ne sont pas au courant. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les qui ne connaissent même pas qu'il est allé faire quoi. Il n'y a pas eu de dialogue. Parfois, et même ce sont les parents qui ne sont pas unis et ils ne parlent pas avec leurs jeunes. Bref, au niveau des communautés, nous savons qu'il y a toujours ce climat de peur et de détérioration au niveau de la cohésion sociale, ce qui rend difficile la construction, n'est-ce pas, dans des quartiers sûrs et solidaires. Nous avons des quartiers où on te dit, si tu vas dans ce quartier là-bas, il faut faire attention. À Ottawa, il y a des quartiers. Je me rappelle quand je cherchais une maison, on me disait, choisis les endroits pour aller habiter. N'allez pas ici. On a cité 3 ou 4 quartiers. N'allez pas là-bas. Pourquoi? Parce que
Les policiers sont des voisins de ces quartiers. Voilà, ça c'est déjà un stigma qu'on met dans ce quartier-là. J'imagine maintenant tous ceux qui vivent dans ce quartier-là, est-ce que les jeunes qui sont là-bas, sont-ils à paix, sont-ils bien éduqués? Est-ce que les parents n'étaient pas au courant que cette situation arrive? Tous ces problèmes se disent, nous allons vivre en harmonie avec cette situation parce qu'on l'a cherché. Il y a moyen, parce que d'éviter ces choses-là. Nous avons aussi les problèmes d'intégration. Lorsque les jeunes ont été arrêtés, ils doivent retourner au sein de la communauté. Il y a le problème de la réinsertion sociale. Parfois, à cause de leur criminalité, ils ne sont pas bien acquis dans le quartier. Alors que c'est la communauté elle-même qui doit assurer la protection, n'est-ce pas, de cet enfant qui arrive dans la communauté. Donc, on essaie d'éviter la stigmatisation qui est liée à leur passé criminel et peut-être qu'on peut les aider à accéder au programme de réhabilitation. On a dit qu'il y a des soutiens au niveau de la communauté, je ne sais pas si vous pouvez les aider, ceux qui ont un problème de santé mentale, des psychologues, des psychothérapeutes, n'est-ce pas, qui peuvent apporter de l'aide, même au niveau de la communauté, pour essayer de surmonter les traumatismes et reconstruire leur vie de manière positive. Bien sûr, il y a des solutions qu'on peut avoir. Des initiatives peuvent se faire au niveau, par exemple, des programmes de prévention au niveau du gouvernement et même au niveau des communautés, parce qu'on veut prévenir l'implication, n'est-ce pas, des jeunes immigrants dans la violence. Nous avons les soutiens aux familles et aussi essayer un peu d'aider les jeunes à accéder à l'emploi et à l'éducation. Quel est le rôle maintenant que nous pouvons jouer au sein de la société, n'est-ce pas, et au sein des institutions? Nous avons la responsabilité des écoles. Dans certaines écoles, peut-être qu'il faut essayer de produire différents programmes qui parleraient peut-être de la résolution pacifique des conflits. Et au niveau de la collaboration avec la police, essayer de mettre en place des programmes de médiation et de sensibilisation, n'est-ce pas, dans les quartiers. Autre chose qui est très important, parler de médias. Parce que dans les médias, s'il faut parler de jeunes, je pense qu'on devrait parler, changer de langage, donner une image positive de nos jeunes. Si chacun devons parler d'une manière mauvaise de nos jeunes, nous sommes en train de vendre la mauvaise image de nos jeunes. Alors, je pense qu'on devrait représenter positivement nos jeunes, et parce que ça va nous aider aussi à lutter contre tout ce qui a comme terrorisme. L'objectif de tout cela, c'est un peu de favoriser, n'est-ce pas, de protéger la population, la jeunesse, et aussi de favoriser l'intégration et d'améliorer la sécurité et la cohésion sociale pour les jeunes. Bien, je pense que je vais essayer maintenant pour finir parler du rôle de la jeunesse. C'est quoi le rôle de ces jeunes, la jeunesse migrante qui est ici? On ne va pas se dire ceux-là qui sont vulnérables parce qu'ils ont été traumatisés par l'histoire pré-migratoire ou parce qu'ils ont des défis d'intégration et de pression sociale, mais on dirait qu'ils représentent aussi également un potentiel très immense pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui sont ici au Canada. Si seulement les ressources sont là, si seulement il y a la mise en place de bonnes stratégies, je pense que ce serait quelque chose qu'il faut arriver à le faire. C'est ainsi qu'on parlerait de quelle perspective sur le rôle maintenant dans ce. Je disais qu'ils ne sont pas seulement ils ne subissent pas seulement des traumatismes pré-migratoires, mais aussi ils ont, qui peuvent avoir un impact durable sur leur santé mentale, pour savoir qu'ils vont être très vulnérables à la violence armée et aussi à l'implication dans les réseaux sociaux et dans les réseaux criminels plutôt. Nous savons qu'il y a, je vais parler de barrières, bien sûr, barrières linguistiques, l'isolement social et la discrimination. Si on fait la conjonction de tous ces facteurs, cela peut nous amener à des troubles mentaux. Les troubles de santé mentale qui sont non traités chez les jeunes, comme l'anxiété, la dépression, le trouble de stress post-traumatique, cela peut influencer les comportements violents et autodestructeurs.
L'adhésion à des groupes armés, des groupes criminels, ça peut arriver parce que les jeunes veulent obtenir un sentiment de sécurité, sentiment d'identité et aussi d'appartenance, ce qui peut amener les jeunes à s'impliquer beaucoup plus dans des violences armées. On en parle parce qu'il y a des facteurs de protection et de résilience. Malgré qu'on s'est dit qu'ils sont très vulnérables, ces jeunes aussi, ils peuvent jouer un rôle très important dans la promotion de la santé mentale. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Il y a des programmes de mentorat. Je pense qu'il y a dans certaines villes ici au Canada, ils organisent des programmes de mentorat et de leadership communautaire. Parce qu'en tant que membre de la communauté, ces jeunes-là, qui ont surmonté, n'est-ce pas, certains défis, ils peuvent aider les autres et devenir des vrais modèles. Lorsqu'ils participent à des initiatives communautaires et lorsqu'ils soutiennent d'autres jeunes immigrants, ils peuvent offrir d'autres alternatives positives à la violence. L'engagement dans la sensibilisation. Parce que s'ils doivent participer aux sensibilisations, ils peuvent aider à éduquer les autres sur l'importance de la santé mentale et la prévention de la violence. Ils peuvent travailler en groupe. Je crois qu'il y a des initiatives des jeunes au niveau de la communauté qui sont comme un noyau que même la communauté peut utiliser pour faire exécuter certains programmes. Et cela peut aider les autres jeunes à évoluer. Je parlerai beaucoup plus de la valorisation de la diversité et de l'inclusion. Lorsqu'on met en valeur la culture et l'expérience unique qu'on a vécue, cela peut aider les autres à vouloir dire que s'ils ont réussi, moi aussi je peux réussir. Nous avons le problème de l'identité. Notre identité, chaque jeune peut se faire valoir, peut se faire reconnaître à travers, on avait parlé de musiciens, de rappeurs, il peut se faire identifier à travers ces jeunes qui sont comme des modèles. Mais n'oubliez pas, je pense qu'on avait parlé de notre origine. Si nous sommes noirs, si un blanc me dit que je suis noir, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une insulte? Selon moi, je ne passe pas. Moi, si tu me dis que je suis noir, je suis blanc, c'est normal. Je ne fais que citer ce que je suis. Tu ne m'as pas insulté jusqu'à ce niveau-là. Mais quelle est la réaction que j'aurai lorsque on veut m'identifier comme noir d'une manière péjorative? Et c'est là qu'il y a des problèmes parfois, des cohabitations avec les autres qui nous identifient comme tel. Tu me dis je suis noir, c'est normal, tu me fais que citer ce que je suis. Parce que depuis là, tu m'as vu que je suis noir. Pourquoi me rappeler que je suis noir? Donc, le problème de l'identité, il faut l'accepter. Nous venons de l'Afrique, nous sommes noirs et nous sommes venus ici au Canada. C'est pour contribuer. Toi, tu me donnes le blanc, moi, je te donne le noir, et nous faisons les œuvres. Je crois que c'est la meilleure façon de vivre d'une manière conciliante avec les autres, sans problème. Alors, je pense que je vais essayer d'aller beaucoup plus vite parce que j'avais préparé trop de choses. Mais en fait, pour parler de la sensibilisation dans la santé mentale, je crois que les jeunes peuvent jouer un rôle très crucial et nous pouvons les utiliser pour essayer de briser les stigmates. Les stigmates qui sont plus associés aux troubles mentaux et aussi lorsqu'ils partagent leur expérience, comme je le disais. L'accès aux services de santé mentale, nous avons beaucoup de services qui peuvent nous aider, beaucoup plus les jeunes, parce qu'ils se sentent comme s'ils sont isolés et les jeunes ne veulent pas nous approcher. Ils préfèrent trouver des solutions dans les réseaux sociaux, dans les groupes d'amis, que d'aller vers des services sociaux qui peuvent leur être utiles. Alors, soutien par les pairs, je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et lorsque nous avons des noyaux de jeunes qui se mettent ensemble, ce sont eux qui peuvent aider tous les autres. Je vais terminer par donner quelques exemples des actions qui ont été, qui ont réussi, n'est-ce pas, dans certains endroits. Peut-être que ça peut aider certains groupes de jeunes à voir comment les rôles peuvent se manifester à travers dans la résolution de ce problème-là. Au niveau des mentorats communautaires, il y a une initiative des jeunes immigrants qui s'impliquent dans des programmes de mentorat comme celui de Vibe à Toronto. Ils encadrent les jeunes qui sont marginalisés pour les aider à éviter la violence et à s'engager
dans des activités positives. Dans ces groupes-là, ils partagent leur expérience et puis ils aident même à renforcer la résilience envers eux. Nous avons les initiatives de prévention des violences à Montréal. Les jeunes se mettent ensemble, ils participent à des programmes comme on l'appelle LOVE, Live Out Violence. Alors, ils animent des ateliers créatifs et puis ils mènent des discussions sur la prévention de la violence. Et ils essaient un peu de sensibiliser leurs pairs au danger de la violence, mais ils proposent même des alternatives constructives à ces dernières. Nous avons des activismes qui aussi doivent être faits en tant que plaidoyer au niveau social, dans les mouvements sociaux, par exemple. Ça, ce sont les actions qui peuvent se faire par tous les jeunes pour essayer de s'impliquer et voir comment ils peuvent militer contre la violence policière, n'est-ce pas, comme on l'a dit, et aussi même les stéréotypes raciaux. Si on va faire propager les discours de haine contre la police, je crois que la seule manière de créer une cohabitation pacifique avec la police, c'est d'approcher la police et de faire circuler les informations dans ces mouvements sociaux pour dire nous avons choisi la manière de cohabiter avec la police. Et voici ce que nous faisons, et la police elle-même doit mettre en place des stratégies pour les concilier et essayer un peu de travailler ensemble, de prendre comme des alliés. Il y a des projets artistiques et culturels. Des remix projects à Toronto. Ils essaient d'aider les jeunes, n'est-ce pas, à utiliser la musique, l'art visuel ou la danse pour exprimer leurs expériences et aussi sensibiliser les autres jeunes sur l'importance d'éviter la violence. La médiation et le d'escalade des conflits. À Vancouver, il y a des jeunes immigrants qui sont impliqués dans des initiatives comme ça, les Youth Advocacy and Engagement Program, là où ils essaient de jouer le rôle de médiateurs dans leur quartier à risque. Ils aident à résoudre les conflits afin de les mettre en violence armée. Bref, au niveau de Toronto toujours, il y a des jeunes qui se mettent ensemble, surtout des jeunes immigrants, qui participent à des conseils jeunesse. Voilà, si vous participez à des conseils jeunesse, là, c'est aussi, ils essaient un peu de contribuer à élaborer des politiques et stratégies locales de prévention des violences. Je n'ai jamais vu ici à Ottawa une action pour dire les jeunes mènent une action de plaidoyer au niveau des politiques pour faire entendre leur voix. Et peut-être que ça sera des initiatives pareilles qui devraient être mises en place pour aussi apporter leur contribution. Il est vrai qu'en mettant en place ce genre de stratégie, vous aurez l'appui, ces jeunes-là auront l'appui de toute la communauté. Voilà, je finis par, juste en terminant, en disant que nous sommes en train de parler de la violence humaine et la santé mentale. Il y a toujours un lien. Rien ne les sépare, parce que plus celui qui a une arme, il est d'abord susceptible d'être lui-même victime, ou alors, s'il n'est pas victime, c'est rapporteur. Et vous savez, la fin de tout cela, c'est la prison, la mort, la peur, les traumatismes au sein de la famille, les traumatismes au sein de toute la communauté. Voilà, bref, ce que je voulais dire, et peut-être à travers les questions, la discussion, on aura à développer, s'il y aura d'autres points à développer ensemble, on le fera à travers le tour de table. Je vous remercie. Merci beaucoup, Victor. Comme on l'a dit, la santé mentale, la violence armée se retrouvent, il y a toujours un lien. Et nos jeunes sont les plus exposés. Les dernières années que nous venons de traverser, nous avons perdu beaucoup de jeunes dans la communauté congolaise, par fait. Et nous voulons un changement. C'est pourquoi nous organisons ce genre de dialogue pour que les jeunes puissent venir, que les jeunes puissent écouter, que les jeunes puissent tirer bénéfice de ce que nous leur apportons. Malheureusement, le message ne passe pas comme il est fait dans notre communauté. Que pouvons-nous faire pour aider nos jeunes?
comment les atteindre, comment leur parler. Nous sommes ouverts, mais les jeunes sont fermés. La culture, le choc de la culture, l'identité, c'est tout un problème, mais je pense que en continuant en faisant des dialogues pareils, le message va continuer à passer. Et peut-être un jour, la salle sera plus remplie et il y aura beaucoup plus de jeunes qui vont venir. On a du travail à faire. Comme l'a dit Victor, il y a des activités qui se font à peu près dans d'autres provinces, mais ici, à Ottawa, Gatineau, on n'y aura pas beaucoup. Donc, nous devons nous lever et nous devons travailler dessus. Sur ce, nous allons prendre une pause de 5 minutes seulement. Cette pause va nous permettre à ce que vous puissiez vous mettre autour des tables selon les orateurs. Donc, la table 1, c'est le professeur Bouma, ceux qui sont intéressés à poser des questions, à savoir un peu plus par rapport à sa présentation, peuvent aller s'asseoir à la table 1 et il sera là pour répondre aux questions, développer un peu plus en profondeur selon les questions qui vont venir. La table numéro 2, nous aurons Madame Patricia. Ceux qui seront intéressés à lui parler, à lui poser des questions, à lui vouloir un peu plus, peuvent aller s'asseoir au niveau de la table numéro 2. La table numéro 3, c'est notre vice-Christian. Ceux qui veulent un peu plus savoir comment fonctionne la police, les interventions, on a des jeunes, et il y a ces jeunes qui ont des armes à la maison. Comment est-ce que les parents peuvent dialoguer avec les jeunes? Est-ce qu'ils peuvent aller rencontrer la police? La police puisse faire peut-être une intervention à l'interne avant que les dégâts arrivent. Notre vice-Christian est là, nous pourrons en parler. Et à la table 4, c'est Victor qui vient parler du rôle de la jeunesse et de la jeunesse immigrante et la réalité, le choc de la culture est là. Il y a des choses qui se font. Les enfants, les jeunes ne s'ouvrent pas. On a besoin qu'ils puissent s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent s'ouvrir, pour qu'ils puissent dialoguer? Il y a un peu de colmater le mal qui est en train de se faire pour éviter à ce qu'on arrive à un désastre, on arrive à un chapeau. On perd un jeune et on ne peut plus revenir en arrière. Donc, ces tables sont là. Vous pouvez bouger par rapport à ça. On va prendre quelque chose comme à peu près 20 minutes seulement pour que vous puissiez aller en profondeur sur le sujet. Et après, on va arrêter cette discussion pour que nous puissions poser des questions globales. OK. Donc, 5 minutes pour que vous puissiez vous déplacer selon les sujets.
Préparez-vous, il reste juste 1 minute. Et celui qui sera le rapporteur, c'est ça. On va lui donner une Oui, ce que c'est la seule partie, je ne peux pas vous dire. Une personne qui va rapporter c'est parlé ici, là. Moi, je pense que ça doit être toi, je pense, maman, parce que lui, il a déjà parlé. Ok. Je peux rapporter. Je sais que vous êtes très intelligent et que vous pourrez moi la conversation. C'est et nous aurons d'autres dialogues communautaires. Alors, on va passer à la table numéro 1, celui qui est censé nous donner un petit rapport. Elle puisse venir. Allez-y. Prochaine fois, je Je peux parler plus. Le carnaval, c'est que nous, on a parlé de notre table de numéro 1. J'étais vraiment intéressé sur la conférence. Je vais beaucoup aimé parce que j'ai entendu beaucoup de choses que je me préoccupais surtout sur la santé mentale parce que moi, je l'ai vécu, comme vous le savez, on m'a présenté ici. Je suis victime, je peux revenir à garçon matériel, c'est-à-dire qui est un beaucoup. Nous, on a parlé de santé mentale. À propos de ma santé, j'ai dit oui, je sais que vous venez de dire, je le dis. Là, j'ai un problème avec mon garçon aussi. Donc, je voulais savoir les outils, les endroits là où je vais m'informer pour la santé mentale. C'est juste écrit Gloria s'est demandé, elle aussi elle travaille, elle a une association sur aider aussi sur la santé mentale. Merci beaucoup, Mme Épée. Nous passons à la table numéro 2. À celui qui va donner le rapport. Vous avez vu. En 2 mois, je vais commencer par le dernier point, donc le deuxième point avant. Nous avons parlé en fait de l'organisation des événements par les jeunes et pour les jeunes qui se sentent un peu plus à l'aise. Les parents vont sortir donc du décor et laisser les spécialistes aborder ce problème, particulièrement avec les garçons et avec les filles. Par après, les parents pourront venir avant. Là, ça permettra au moins une très bonne interaction. Et le premier point que j'avais soulevé, c'était peut-être que dans notre communauté, on ne parle pas d'habitude de la molécule du bonheur. Combien de gens ont pu consommer cette molécule parce que le corps humain est capable de s'auto-corriger et de fonctionner de façon optimale. Alors, ce que nous faisons quotidiennement, c'est qu'on fait le plein de l'estomac, il y a des cellules au niveau de la tête et du reste du corps qui restent fabriquant des sérieux problèmes. Et ce que nous remarquons, c'est en fait des signaux, je dirais un peu médicaux, digestifs de ce que je pourrais qualifier en fait du mauvais fonctionnement de notre métabolisme.
Passons à la table numéro 3. Nous avons parlé de la violence selon la perspective d'un policier. On constatait que selon sa vision, il y avait des problèmes était plus focalisé sur les Noirs, mais on est presque chez mais comme on y a dit clairement que la violence s'est fait d'abord entre les Noirs entre eux, qui est quand même quelque chose de malheureux. Et il y a aussi une autre partie de violence qui est faite par les Arabes, pour la plupart sur les Noirs, mais rarement entre eux. Mais il n'y a pas de règle sans exception. Nous avons parlé aussi de la violence en général par rapport aux stéréotypes. Notre client policier nous a fait comprendre qu'il y a dans les stéréotypes, nous pensons que c'est seulement les Noirs qui sont arrêtés. Selon lui, pour les problèmes diffèrent tout simplement. Quand il va s'agir, par exemple, de conduite erratique des voitures, ce comportement dans le milieu, 17 cas sur 20, c'est les Noirs. Mais les Blancs, c'est seulement 3%. Mais quand on va aller dans les violences conjugales, par exemple, cas des arrestations, majoritairement. Alors, je vais juste rajouter ça. Ce sont les cas apportés. Ouais. Ce que j'essaie de mentionner, c'est que dans nos communautés, il y a des cas où est-ce que la violence conjugale est faite. Cependant, à cause de nos valeurs culturelles et la façon dont nous avons été éduqués, on remarque que les groupes migrants ont souvent tendance à garder leurs problèmes à eux, ce qui fait en sorte que la statistique est biaisée parce qu'on a l'impression que ce sont simplement les Blancs qui ont des problèmes au niveau de la violence conjugale. Donc, c'est la réalité que eux avoir tendance à recourir à l'assistance policière, contrairement aux musulmans. Je voulais juste. D'accord, merci pour effectivement. Et par rapport à la collaboration, au moment de l'arrestation, le policier a clairement dit que les nouveaux jeunes à collaborer avec la police lors de l'arrestation. Parce qu'un policier qui voit devant lui quelqu'un de collaborant, il collabore, c'est rare pour lui de devenir. Et si moindrement qu'il y a des réactions, le policier se met dans sa police et c'est toute la violence. Et c'est quoi? Ça n'a plus suivre le policier, c'est aussi par rapport à la réaction de l'autre. Voilà un peu en résumé ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Déjà, numéro 4, s'il vous plaît. Ok, alors chez nous, table numéro 4 avec M. Victor Amissi. En fait, nous sommes partis d'un point qu'il a mentionné, c'est qu'il y avait des initiatives de jeunes dans les villes de Montréal, Toronto et Vancouver. Alors, on voulait savoir mais pourquoi est-ce que ici à Ottawa, dans la région d'Ottawa-Gatineau, il n'y a absolument rien. Alors, ce qu'il a dit, c'est que souvent ce groupe-là se forme de façon informelle. Donc, à l'occasion d'une activité, deux personnes se rencontrent et puis font appel à une troisième personne et c'est comme ça que ça peut évoluer. Et donc, il a dit que c'est. Alors, on a dit, bon, vous, puisque vous êtes dans ce milieu-là, qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer peut-être de constituer un groupe ici à la région
Bon, évidemment, en ce qui les concerne, il fait ses activités pour approcher ces groupes-là, notamment participer à certaines initiatives. Malheureusement, souvent, c'est que souvent les rencontres qui ont lieu, c'est pour se divertir seulement. Okay? Barbecue ici, anniversaire là-bas, mais pas vraiment des occasions de réfléchir sur des sujets profonds. Comme l'occasion que nous avons ici, il y a, je ne sais pas qui est jeune, moi je suis le plus vieux peut-être, je ne sais pas qui est jeune ici. On en a quand même quelques jeunes, donc c'est une très bonne participation, mais généralement, les jeunes ne sont pas là parce que, alors on a parlé un peu de l'évolution au niveau des médias, des moyens de publicité. Récemment, on a commencé par Facebook, et puis les jeunes, les parents vont nous suivre sur Facebook, on va sur Instagram, non, les parents sont là. Et donc, ça bouge comme ça jusqu'à le X, c'est quoi encore? Il y a des TikTok, toutes ces choses-là. Donc, quand les jeunes voient que les parents ont un œil là-dessus, ils fouillent, ils vont ailleurs. Donc, en fait, c'est vraiment travailler pour que, au niveau familial, le contact se fasse avec les relations entre les parents et les jeunes. Et la dimension spirituelle est très importante. Si on associe la dimension spirituelle à, disons, rencontre au niveau familial, ça peut donner quelque chose qui peut, disons, amener les jeunes à pouvoir être plus consciencieux dans la façon de pouvoir s'organiser. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, mais voilà, l'essentiel. Merci beaucoup pour la fait de l'horizon autour des tables. Alors, avant de clôturer, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Je voudrais bien que l'orateur puisse en parler seulement pour 10 minutes. On n'a pas parlé en profondeur du suicide. Santé mentale du suicide. C'est un mal qui sévit également dans notre communauté. Alors, je vais inviter notre partenaire Alain. La santé mentale est une petite Alors, la tour de message a été déjà donné parce que moi, j'ai préparé le moment pour faire un peu sur la santé mentale, en faisant la définition qui est comme définie par l'OMS d'abord, comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Ça, c'est la définition un peu la de la santé mentale que je peux parler avec vous. Alors, vu que j'ai un peu de temps, je vais survoler un peu. Alors, quand on parle de santé mentale, d'abord, il faut comprendre qu'il y a des facteurs qui font en sorte que quelqu'un puisse faire son équilibre. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de santé, l'homéostasie. Alors, pour avoir ces facteurs-là, il y a l'affection positive. L'affection positive, ça veut dire que la personne est intéressée par la vie, de bonne humeur, heureuse et pleine de vie. Un autre facteur, c'est qualité de vie déclarée. Elle est plutôt satisfaite de sa vie et certains aspects de sa vie. Ça veut dire que la personne doit se réaliser, doit être fière de ses réalisations. Après ça, bon, il y a des dimensions aussi qu'on peut appeler des dimensions de bien-être émotionnel. Docteur, vous avez parlé. Il y a aussi le bien-être psychologique. Il faut que la personne se sente équilibrée dans son état psychologique. L'acceptation de soi. Donc, se connaître ses forces, ses faiblesses en tant que tel. Il ne faut jamais comme se comparer d'autres, mais s'identifier d'abord comme moi-même. Bon, après ça, il y a l'autonomie. La personne fait preuve de l'autodétermination en ayant ses propres standards. Elle peut assister aux pressions sociales. Donc, il faut que tu sois à mesure quand même de s'adapter à la pression sociale. Disons au Canada, avec nos factures qu'on a à payer et tout, il faut être vraiment à mesure de gérer ça. Hein?
pour trouver ton équilibre. Il y a aussi la croissance personnelle. La personne reconnaît son propre potentiel et la possibilité de s'épanouir. Elle démontre de l'ouverture à des nouvelles expériences. Donc, il faut être ouvert, flexible même à d'autres opportunités. Il y a autre chose que mes profs ont mentionné aussi, l'environnement. Oui, l'environnement agit beaucoup sur notre développement. Il suffirait seulement aller dans un environnement malsain où tu es exposé aux drogues et que toi, tu puisses te laisser faire, tu les faire, tu vas tomber dedans. Ça veut dire qu'elle exerce sa capacité, la personne bien sûr, elle exerce sa capacité à gérer et à organiser son environnement pour satisfaire ses besoins personnels. Donc, si tu n'es pas à mesure de gérer ton environnement, il y a des équilibres de santé mentale. Après, il y a relation positive envers les autres. Vous comprenez que nous, on est des êtres sociaux. On est condamné à vivre en société. Donc, le fait de sortir hors de ta société, ça fait ce qu'on appelle l'isolement. Et l'isolement peut amener à tout. Notamment la dépression, que je finirai par le souci. Il y a le sens de vie. Quel sens que vous donnez à votre vie? Hein? Elle donne une direction, à un sens à sa vie. Qu'est-ce que tu donnes à ta vie? Est-ce que ma vie vaut la peine? Ça sert à quoi ma vie? Quand tu poses une question, ça va t'amener à trouver l'équilibre. Et puis, il y a la dimension bien-être social, qui est l'acceptation sociale. La personne garde une attitude positive envers les autres et reconnaît et accepte les différences chez les autres. Donc, il faut d'abord connaître que moi, c'est moi, Alain, j'ai mes forces et mes faiblesses, mais je reconnais aussi dans moi ses forces et de vivre avec ces forces-là aussi. Il y a l'actualisation sociale. La personne croit que les gens, le groupe social et la société ont de potentiel et peuvent évoluer positivement. Alors, pour un peu passer vite, ne pas abuser un peu du temps, tout ce que je viens de mentionner là, c'est des critères ou des dimensions qui amènent ça, en sorte que la personne soit équilibrée. Alors, quand tu manques ça, il y aura conséquences, soit des dépressions, soit tu vas vivre le stress, hein, parce que le stress, maintenant, c'est diagnostiqué comme maladie mentale. L'anxiété. Avec tout ça, là, ça peut t'amener à tomber dans ce qu'on appelle en fait, des idées suicidaires. Quand tu sais que ta vie ne va rien, quand tu sais que, comme j'attends souvent, on va les clients qu'on m'appelle, ils disent ma vie ne vaut rien, donc, même si je décède là, c'est rien. Hein? Donc, nous, ce qu'on fait là, c'est comment amener la personne. Et moi, comme infirmier, et c'est que moi j'apprendrais même les familles, il faut cultiver il faut avoir l'esprit d'une ouverture d'esprit. Amener la personne à verbaliser. Qu'est-ce qui cause qu'elle soit en peine? Pourquoi elle voit que la vie, sa vie ne va plus rien? Et quand la personne va s'ouvrir, parce que ça amène à une relation de confiance. Il faut qu'il y ait vraiment cette confiance-là, à verbaliser ce que la personne traverse. Alors, avec ça, s'il y a des idées suicidaires, moi, comme intervenant, je dois établir ce que nous appelle l'IP, plan d'intervention infirmière. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on fait, notamment la surveillance, notamment. Madame, vous me dites que vous êtes psychothérapeute. Donc, on travaille ensemble. On peut orienter la personne selon ses besoins. Donc, c'est ça. Alors, parlant de la santé mentale, c'est quelque chose qu'on doit vraiment en être conscient que ça existe. Et pour briser ça vraiment, il faut briser sa force dans sa communauté. Parce que ceux qui agentent, tous ceux qui ont fait comme pensée suicidaire ou
Voilà, dépression, tout ça vient en partant par le fait de manquer l'estime de soi. Quand tu sais que tu ne vas rien, ça veut dire tu es en train de compléter le tout pour tomber en dépression et être suicide aussi. En tout cas, j'ai préparé beaucoup de choses comme dépression, TOC, troubles obsessifs, ça, on va sauter ça. Et qu'est-ce que j'avais de dire encore? Il y avait aussi des facteurs qu'on disait qui font en sorte que la personne puisse développer la santé mentale. Il y a les revenus. Quelqu'un qui n'a pas un revenu acceptable, il est vraiment exposé, il est exposé à développer cette maladie. Tu vois? Mais la seule solution, c'est s'ouvrir, c'est donner le courage d'en parler, d'approcher les gens, avoir un réseau social qui peut t'aborder, qui peut t'aider dans le fond pour trouver la solution. Bon, à part ça, évidemment, pour les idées suicidaires, en tout cas au Canada ici, j'avais même des statistiques, ça montre combien de fois que nous les hommes, on est plus exposés à passer à l'acte. Parce qu'il y a des gens qui disent non, je veux me suicider, mais ils ne passent pas à l'acte. Mais ceux qui passent en acte, la plupart des fois, ils ne parlent même pas. D'un coup, tu attends quelqu'un s'est suicidé, mais si tu vois bien l'historique, c'est l'antécédence, quelqu'un qui avait des antécédents santé mentale, dépression, psychose, des choses comme ça. Mais à la fin, tellement la personne s'est fermée, la famille ne savait pas où s'orienter pour trouver de l'aide, c'est que la personne arrive à passer à l'acte. Et ça, c'est déplorable. Alors, ce que moi, je peux vous demander justement que si vous savez dans votre entourage quelqu'un qui souffre de la santé mentale, par la loi, même je pense qu'au Québec, là, ce qu'on appelle la loi P38, si vous voyez que la personne est en danger pour elle-même ou pour la société, vous avez cette obligation-là de signaler. Et nos collaborateurs sont là pour intervenir. Parce que si vous voyez bien, nous tous, au Canada, c'est qu'il faut comprendre. C'est une chaîne. Avant que la situation m'arrive, moi, à l'hôpital, pour soigner quelqu'un en psychose, en santé mentale, tu verras probablement la psychothérapie était déjà dans le dossier. Et après ça, peut-être le policier l'a amené à l'urgence. Pour que moi, ça m'arrive à l'unité. Tout le monde, la personne a parti dans cette chaîne-là pour que moi j'arrive. Donc, ce que moi je peux vous considérer, chers amis, c'est que la verbalisation, la socialisation, ça nous aide à partager de l'expérience, ça nous aide à trouver l'équilibre. Vous voyez? Et santé mentale, moi je dirais comme la violence armée, c'est une conséquence de la santé mentale. Parce que du point que tu ne veux pas équilibrer, c'est sûr et certain que tu vas passer dans tous ces chaînes-là. Et c'est que moi je voulais comme ma participation dans la vie. Merci beaucoup, Alain. Nous arrivons à la fin. Ce que l'on peut retenir, c'est que nous avons besoin d'être dans notre bien-être mental pour que nous puissions fonctionner dans la société. Mais il arrive parce que certaines personnes ont des problèmes, ont des problèmes de santé mentale. Et lorsque ces personnes-là, jeunes comme adultes, ont des problèmes de santé mentale, ça peut se dégrader et amener à des violences. Il n'y a pas que la violence armée, il y a la violence sexuelle, il y a la violence dans les couples, il y a la violence au travail, il y a toute forme de violence qui peut arriver. Et le pire peut amener à ce que quelqu'un peut ôter sa vie ou ôter la vie d'une autre personne. Donc, il est important à ce que nous puissions veiller sur notre bien-être mental. Les discussions sont là. C'est une série que l'on a commencé. Ça, c'est le deuxième. Et on va pouvoir continuer. Et je voulais apprécier la présence de nos thérapeutes qui sont là dans la communauté. Donc, dans notre communauté, dans notre communauté, nous avons des policiers.
Si vous avez besoin d'aide, ils sont là. Et je vais leur recommander peut-être, si vous avez des cartes de visite, de nous les donner, ou si vous permettez, nous puissions les afficher dans la communauté, on affiche vos contacts. Et si quelqu'un a besoin d'aide, ils sont là, ils ont des services qui sont. Allez les rencontrer, allez demander conseil. Le policier est là. Si vous avez des jeunes et que vous savez qu'il y a des problèmes, ils peuvent nous aider avant que le pire ne puisse arriver. Nous avons beaucoup pleuré dans la communauté. Chaque été, nous pleurons. Chaque été, c'est dur de faire. Mais nous voulons arrêter ces choses. Nous voulons vraiment que ces choses puissent s'arrêter et que nous puissions souffrir, que nous puissions vivre le bonheur, comme nous disait notre Père ici, par exemple. Le bonheur, nous en avons besoin. Mais pour ça, il faut que notre bien-être mental, nous soyons bien dans notre tête et que nous puissions bien fonctionner. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre participation. C'est un début. On voulait avoir un peu plus de jeunes. Et peut-être la stratégie que nous avons utilisée n'était pas la bonne, ou il manquait quelque chose, mais on va s'améliorer prochainement à ce que nous puissions attirer le plus de jeunes possible. Nous travaillons la main dans la main. Si vous avez des idées, vous avez des suggestions, ils seront les bienvenus. Et nous voulons atteindre les jeunes le plus tôt possible. Et j'avais même recommandé à ce que si on a des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils viennent les écouter parce que le cerveau capte l'information et ça reste à l'intérieur. Et quand on est devant la situation, le cerveau peut ressortir l'information. Donc, quand les jeunes reçoivent l'information à temps, ils sont préparés. Quand ils vont arriver au secondaire, ils savent que si on m'appelle pour aller fumer le joint, c'est pas bon pour le cerveau. Si on m'appelle pour aller rester traîner dehors après les heures de cours, c'est pas bien. Qui sont ces gens-là? Qu'on puisse les outiller, qu'ils puissent poser des questions. Toi, tu veux que j'aille avec toi faire quoi? Où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui sont ces gens-là? Que le jeune soit préparé, qu'il soit outillé, qu'il ait l'information qu'il faut pour essayer de remédier à ce genre de situation et essayer de casser le mal. D'autres jeunes sont victimisés, il y a le bullying à l'école, mais ça va, c'est pas le bullying. Mais si on lui donne l'information à temps et qu'il se trouve dans ce genre de situation, il sait qu'à l'école, il y a les TES qui sont là, ils peuvent aller leur parler. Donc, le plus on donne l'information aux plus petits, aux plus jeunes, le plus ils sont outillés quand ils vont arriver au secondaire. Ce sont des jeunes qui ne vont pas décrocher, ce ne sont pas des jeunes qui vont se sentir traumatisés, ce sont des jeunes qui pourront même se lever pour défendre les plus faibles. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci.